Salut tout le monde. Avant de commencer la vidéo, j'ai une petite annonce à vous faire. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous adorez tout ce qui est en rapport avec l'horreur. Et j'ai décidé de vous aider à assouvir votre soif de frissons en ouvrant un subreddit qui s'appelle Horrifix. Dessus, vous allez pouvoir lire des histoires terrifiantes, mais aussi poster vos propres histoires. Et pour bien commencer, j'ai lancé sur Horrifix un concours de creepypasta. Je lirai l'histoire du gagnant sur la chaîne, et il recevra un cadeau que vous pouvez dès maintenant découvrir, en cliquant sur le lien dans le message épinglé en commentaire. J'ai hâte de vous retrouver sur Horrifix. Mais en attendant, je vous laisse découvrir l'histoire d'aujourd'hui. Elle se passe dans la maison hantée de Disney Californie. Et croyez-moi, ça va vous passer l'envie d'y aller. Le 4 juin 1983, mon lycée a été un des nombreux lycées qui ont emmené leurs élèves à Disneyland Californie pour la remise des diplômes. Si vous n'êtes jamais allé à Disneyland Californie lors de cet événement, vous ne devez pas savoir à quel point on s'amuse là-bas. Le parc reste ouvert jusqu'à très tard le soir. Les employés se permettent de faire quelques blagues salaces, et si on s'y prend bien, on peut même réussir à faire entrer de l'alcool et d'autres trucs pour rendre la soirée encore plus agréable. Emmener un groupe de lycéens à Disneyland, c'est déjà quelque chose, mais les emmener alors que l'atmosphère est à la fête, ça peut prendre des tournures assez folles. Karen, Mike et moi, on habitait dans une petite ville à côté. On adorait Disneyland, et même si on n'y allait pas souvent, vivre juste à côté du parc nous donnait l'occasion d'y aller plus souvent que certains. En plus de ça, on n'y était pas allé depuis que le nouveau Fantasyland avait ouvert un peu plus tôt cette année-là, passant d'une ambiance médiévale à une ambiance de conte de fées. On avait vraiment hâte. Contrairement à la majorité des gens qui étaient là, on voulait s'amuser calmement, faire un maximum d'attractions et juste prendre du bon temps. Mais disons que ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Pour être honnête, jusqu'à maintenant, je ne me rappelle pas de qui a eu l'idée de faire ce que l'on a fait ce soir-là, mais je sais qu'on avait tous pensé que c'était une excellente idée. Ça faisait déjà plusieurs heures qu'on était dans le parc, et on avait déjà fait beaucoup d'attractions. Alors qu'on était assis sur un banc, à Frontierland, et qu'on mangeait des churros, l'idée a fait son apparition. De là où on était assis, on arrivait à voir le dôme de la maison hantée. Le soleil venait de se coucher, et le ciel était strié de couleurs rouges et violettes qui semblaient concentrées derrière le dôme. J'ai parlé du fait que ça rendait l'attraction encore plus effrayante, et on a commencé à en parler. On adorait tous la maison hantée, et vu qu'on était des ados débiles, on a décidé d'y aller pour essayer d'y passer toute la nuit. On rigolait alors qu'on se mettait à faire la queue devant les colonnes en briques, mais à vrai dire, je me sentais assez nerveuse. S'il y a un truc que je dois préciser, c'est qu'à cette époque-là, la sécurité dans les parcs Disney était beaucoup plus laxiste que maintenant. Alors pour nous, ça ne semblait pas insurmontable d'essayer de mettre notre plan à exécution. Et puis après tout, lors de la soirée spéciale de la remise des diplômes, beaucoup d'élèves s'attiraient des problèmes. Et les chances que l'on soit banni des parcs Disney pour de bon n'étaient pas très élevées. Mais même avec ça, j'avais peur. Je suis sûre que vous connaissez ce sentiment. Celui qu'on ressent quand on va prendre une attraction qui fait peur pour la première fois. On est excité mais hésitant. Avec Karen et Mike, on avait tout calculé. À l'entrée de la maison hantée, on vous escorte jusqu'à une pièce qui a ensuite l'air de se transformer et de s'étirer devant vous. Mais en fait, c'est juste un ascenseur qui emmène les gens jusqu'au sous-sol. Alors que tout le monde se précipitait hors de la pièce, et jusqu'au hall des portraits vivants, on a traîné le maximum possible, et on a réussi à être les derniers de la file. On s'est installé normalement dans la nacelle, et on a rigolé pendant toute l'attraction. Ensuite, on est descendu de la nacelle, et on a avancé vers l'escalator qui emmenait de la fin de l'attraction au parc. Si vous n'êtes jamais allé à Disneyland Californie, l'escalator est collé au mur de droite, mais sur la gauche, il y a une espèce de petite crypte où un minuscule fantôme de femme mariée est debout sur une étagère en bois. Et la mariée n'arrête pas de dire « Revenez vite, on meurt d'envie de vous recevoir. » C'était le moment de lancer notre plan. Mike était grand, et il avait de grandes épaules carrées car il jouait au football américain. Alors, il s'est mis devant nous pour que le staff ne nous voie pas. Karen et moi, on en a profité pour se cacher dans l'espace en dessous de l'escalator poussiéreux. Puis, il nous a rejoints. Ça nous a fait rire, et on s'est félicités les uns les autres. On a dû rester là pendant une bonne heure à rigoler comme des abrutis, à chaque fois que l'on entendait des voix passer au-dessus de nous. Karen a fini par sortir des bonbons qu'elle avait dans son sac, et on est simplement resté là à les manger, et à se parler doucement. C'était comme être dans un club secret, et c'était sympa d'avoir fait quelque chose d'interdit ensemble. Même si le loop du fantôme de la mariée qui n'arrêtait pas de répéter la même chose commençait sérieusement à devenir agaçant. À vrai dire, même le fait d'être sous l'escalator commençait à ne plus être drôle. C'est vrai qu'on avait réussi notre petit coup, mais qu'est-ce qu'on allait faire après ça?
C'est à ce moment-là que Karen nous a fait remarquer que ça faisait un moment que tout était bizarrement silencieux. À part les sons d'ambiance et les enregistrements en boucle, on n'entendait plus personne sortir des nacelles. Mike a dit que l'attraction devait sûrement être fermée, mais ça n'avait pas de sens vu que le parc fermait presque au petit matin. Comme on ne voulait pas avoir de problème, je me suis portée volontaire pour aller voir ce qui se passait. Une fois sortie de ma cachette, j'ai constaté qu'il n'y avait plus personne, même pas les membres du staff qui aidaient les gens à sortir des nacelles. J'ai appelé Mike et Karen, et on a tous les trois avancé dans cette direction. Toutes les nacelles qui arrivaient étaient vides. Ça devenait de plus en plus bizarre, et j'ai commencé à ressentir un malaise. J'allais suggérer qu'on se dépêche de sortir, quand Mike a dit qu'il s'était toujours demandé où allaient les nacelles après avoir déposé les gens. C'est vrai qu'en sortant, on les voyait tourner dans un coin sombre et disparaître. Et Mike avait l'air extrêmement curieux. J'aurais dû dire non à ce moment-là. J'aurais dû insister sur le fait que ça ne servait à rien, et que l'on risquait d'avoir de sérieux problèmes en allant là-bas. Et que de toute façon, c'était sûrement un couloir vu que les nacelles repartaient chercher d'autres personnes directement. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Car comme je l'ai dit avant, j'étais jeune et stupide. Alors, on a sauté dans la première nacelle qui arrivait vers nous, et on a attendu qu'elle tourne. On était vraiment en territoire inconnu. Et même si ce qu'on allait trouver allait sûrement être barbant, on se disait qu'au pire, on aurait juste droit à un autre tour de manège. Si seulement j'avais su. Il ne se passe pas un jour où je ne regrette pas de ne pas avoir fait demi-tour. On est arrivé dans un endroit étrange. Comme prévu, c'était une sorte de couloir. On n'était pas totalement dans le noir. C'était vraiment glauque. Il y avait des petites lumières tout le long des rails, mais elles étaient très espacées. Le mur était peint en noir, et le couloir semblait si étroit que je me suis sentie enfermée. C'était aussi extrêmement silencieux. On n'entendait rien à part le bruit des rails qui faisaient bouger les nacelles. J'étais stressée, mais Mike et Karen avaient l'air encore plus stressés que moi. Je pense qu'on réalisait enfin à quel point on allait avoir des problèmes. 1 minute environ s'est écoulée, alors qu'on continuait à avancer dans la pénombre. Et soudainement, tout s'est arrêté. Et j'ai failli avoir une crise cardiaque quand une voix s'est élevée au-dessus de nos têtes. J'ai rigolé quand je me suis rendu compte que c'était l'habituel enregistrement que l'on entendait, quand il y avait une petite interruption dans le manège. Les esprits frappeurs ont interrompu notre visite. Merci de rester assis dans vos sièges. Nous continuerons dans un instant. Mike et Karen ont rigolé à leur tour. Et on a tous commencé à se taquiner sur la façon dont on avait sursauté. On a attendu que la nacelle avance de nouveau, et toutes les 30 secondes, le même message se faisait entendre. Je crois que ça a duré environ 10 ou 15 minutes. Et malgré ça, personne n'est venu nous chercher. Le stress a refait son apparition. Et le silence entre chaque annoncement était presque insoutenable. Et finalement, Karen s'est penchée pour regarder autour de nous. Et elle a remarqué qu'il y avait une porte. Juste devant. Après la nacelle qu'il y avait avant nous. On en avait marre d'être assis là où on était. Et on était prêt à aller n'importe où pour sortir de là. Alors après une courte discussion, on est descendu de la nacelle. Et on s'est collé contre le mur pour passer devant la première nacelle. Mike a eu un peu de mal car il était trop massif. Une fois qu'on était tous devant la porte, je l'ai poussée. Et j'ai remarqué qu'elle était déverrouillée. J'ai vu qu'elle menait à un escalier en métal qui descendait tellement profond qu'on n'en voyait pas la fin. Alors qu'on descendait, je cherchais déjà dans ma tête les excuses qu'on allait pouvoir sortir si on se faisait attraper à descendre dans les sous-sols de maintenance de Disney. J'avais entendu dire que des couloirs s'étendaient sous tout le parc comme une immense toile d'araignée. Et pour être honnête, à ce moment-là, j'espérais que quelqu'un allait nous attraper. Une fois arrivé en bas de l'escalier, il y avait une autre porte fermée, sur laquelle on pouvait lire « Réservé aux employés ». On a poussé la porte, et on a été surpris de découvrir qu'elle donnait sur un couloir complètement décoré avec un thème. Même en coulisses, Disney semblait prêter beaucoup d'attention aux détails. Il y avait même les mêmes boiseries que j'avais vues en rentrant dans la maison hantée. Il y avait de fausses bougies accrochées au mur, et aussi des fausses toiles d'araignée. Plusieurs portes en bois longeaient le mur, et sur chacune d'entre elles, il y avait écrit « pièces d'accessoires » avec un numéro correspondant. Alors qu'on avançait dans le couloir, on a essayé d'ouvrir chaque porte, mais elles étaient toutes fermées. La première porte, la salle d'accessoires numéro 1, bougeait un petit peu, mais on n'a pas pu l'ouvrir. Pareil pour les salles 2 et 3. Mike a voulu détendre l'atmosphère, et il a dit qu'il se demandait si on allait retrouver la tête congelée de Walt Disney derrière l'une des portes. Il a tenté de rire à sa propre blague, mais on entendait bien que c'était un rire nerveux. J'avais un sentiment de danger imminent à chaque fois que l'on tentait d'ouvrir une porte. C'est assez difficile à décrire. Une fois devant la porte numéro 4, j'ai collé mon oreille dessus, et j'ai cru entendre de l'eau qui coulait, ou comme un léger son d'interférence. Une fois devant la porte numéro 5, j'ai remarqué que les fausses bougies qui étaient à côté clignotaient bizarrement, comme si elles étaient défectueuses. La porte numéro 6 était sur la gauche,
et juste à côté d'une porte qui ne portait aucune inscription, et qui marquait également la fin du couloir. La porte numéro 6 était elle aussi fermée, mais la porte sans numéro s'est ouverte. C'est toujours difficile pour moi de décrire ce que j'ai vu là-dedans sans trembler. Quand j'essaie, j'ai l'impression que la description semble trop normale. La pièce n'était pas très grande. Elle faisait la taille d'un grand abri de jardin. Contrairement au hall, la peinture de la pièce était noire, et elle était éclairée par une simple ampoule qui semblait affaiblie par le temps. Contre les murs, il y avait des placards en métal, et dans le coin, il y avait un espèce de grand gadget archaïque qui ressemblait fortement aux ordinateurs des années 60. Mais ce qui a attiré mon attention, c'était la silhouette souriante près du mur, tout au fond de la pièce. On aurait dit un animatronique sans vie et immobile, qui était posé sur son socle. Ce qu'on avait découvert nous fascinait, et sans réfléchir, on s'est tous approchés de la silhouette. Ça se voyait que c'était censé être l'un des fantômes du manège. C'était un spectre avec un chapeau haute forme, et un visage qui ressemblait à celui d'un squelette. Il avait des yeux globuleux presque cartoonesques, ainsi qu'un sourire étrange. Une de ses dents était dorée, il était debout les jambes pliées, et une de ses mains tenait une canne. Dans l'autre main, il tenait une boîte à chapeau. Aucun de nous n'avait jamais vu ce personnage dans le manège auparavant, même si Karen a dit qu'il ressemblait vachement au fantôme maigre qui faisait semblant de faire du stop à la fin du manège. Je venais tout juste de tourner le dos à l'animatronique pour regarder les placards en métal, quand j'ai entendu un son très fort à l'extérieur de la pièce. On aurait dit le bruit que faisait une moto en passant. Puis, ça a été suivi par un énorme boom qui a fait trembler le sol. La porte de la pièce s'est violemment fermée, et l'ampoule a clignoté avant de s'éteindre complètement et nous laisser dans le noir total. J'ai entendu Mike expier un souffle de frayeur, et Karen s'est mise à crier. Je n'ai même pas réussi à faire de même. J'ai simplement essayé d'avancer vers eux dans le noir. Mais là, j'ai entendu un autre son. Et tout à coup, une lumière est apparue. C'était une lumière verte qui se trouvait au-dessus de l'animatronique fantôme. Pendant une seconde, on a vu son sourire terrifiant. Puis la lumière a disparu. Et une autre s'est allumée juste au-dessus de la boîte à chapeau. On arrivait à voir à l'intérieur de la boîte à chapeau maintenant. Et dedans, il y avait la tête du fantôme toujours avec un sourire dérangeant. Les lumières ont continué de switcher de la boîte à sa tête encore et encore. Et ça donnait l'impression que la tête du fantôme disparaissait de ses épaules pour apparaître dans la boîte à chapeau. L'effet n'était pas très convaincant, mais vu la situation dans laquelle on était, ça me terrifiait. Je me suis retournée, et j'ai commencé à avancer dans la pièce, prête à sortir de là. Il fallait que je trouve la porte. Je comptais sur le jeu de lumière pour me permettre de trouver la poignée, mais elles se sont éteintes à leur tour. Et ensuite, j'ai entendu les pas de Karen et Mike derrière moi. Après ça, il y a eu un gros craquement, suivi du son de quelque chose de lourd tombant au sol. Au même moment, j'ai trouvé la porte. J'ai essayé de la pousser, mais elle ne bougeait pas d'un centimètre. Et là, quelqu'un m'a bousculé dans le dos et m'a fait me cogner violemment contre la porte. J'étais secouée, mais je n'étais pas blessée. Et un autre cri de Karen m'a donné encore plus d'adrénaline. J'ai donné un coup d'épaule dans la porte et elle s'est enfin ouverte. J'ai couru dans le couloir sans même regarder derrière moi. J'ai couru aussi vite que possible pour revenir à l'endroit où on était. J'étais à bout de souffle. Je n'avais jamais été sportive, mais la panique me permettait de continuer à avancer. Je continuais à entendre les pas de Mike et de Karen, mais aussi leurs cris de terreur. Mais ce qui me terrifiait, c'était les frappements rapides qui provenaient des portes tout autour de moi. J'ai remonté les escaliers et je suis enfin arrivée dans le couloir où il y avait les nacelles. Elles avaient recommencé à bouger. Mais vu que je ne voyais pas grand-chose, je savais que c'était trop risqué de sauter dans l'une d'entre elles. Et pendant un instant, je me suis arrêtée, en me demandant comment j'allais faire. J'ai finalement regardé derrière moi, puis en bas de l'escalier duquel je sortais. Je pensais que Mike et Karen étaient juste derrière, mais il n'y avait personne. J'ai crié leur nom, mais la seule chose que j'ai entendue, c'est ma voix qui faisait écho. J'ai attendu quelques secondes, puis j'ai entendu quelque chose taper tout doucement. Je ne savais pas si c'était vraiment des pas. Tout ce que je savais, c'est que ça montait. Je ne sais pas pourquoi, mais je savais que ce n'était ni Karen ni Mike. Et là, j'ai vu une ombre apparaître sur le mur. Je n'ai pas voulu en voir plus. J'ai fermé la porte, et sans me soucier du danger, j'ai sauté dans la nacelle la plus proche. Je suis restée assise dedans jusqu'à l'endroit où les gens montaient normalement dans le manège. Toutes les lumières, les musiques et les effets sonores étaient toujours allumés. Mais pourtant il n'y avait toujours personne. J'ai crié à l'aide, mais je n'ai eu aucune réponse. Je suis sortie de la nacelle et je suis arrivée dans le hall des portraits vivants. Devant moi se trouvait la porte de l'ascenseur qui ramenait au sous-sol. Mais là, je me suis rappelé de la sortie de secours. Celle qu'empruntaient les gens qui n'avaient pas le courage de faire l'attraction. Sur la porte, le mot sortie était écrit en gros. La porte était entourée de 2 fenêtres,
qui était décorée de telle sorte à ce que l'on croit qu'à l'extérieur c'était une nuit orageuse. Sans hésiter, j'ai poussé la porte. Derrière, il y avait un autre couloir, et des lumières l'illuminaient de façon périodique pour simuler des éclairs. Ça m'a complètement désorientée. J'ai tourné à gauche, et j'ai vu que le sol commençait à devenir pentu. J'avais un mauvais pressentiment, et ça me mettait une boule dans la gorge en plus du point de côté qui m'avait fait arrêter de courir. Et là, alors que je tournais pour aller sur ma droite, je suis tombée nez à nez avec le fantôme au chapeau haute forme. Il se tenait pile entre moi et la porte qui me permettait de sortir de l'attraction. J'ai reculé instinctivement, mais l'animatronique n'a pas bougé. Le jeu de lumière qui faisait croire que sa tête se trouvait dans la boîte a recommencé. Et même s'il ne bougeait pas, j'avais l'impression que son sourire devenait de plus en plus menaçant. Comment est-ce qu'il avait pu passer de la pièce dans laquelle j'étais tout à l'heure à ici? Et surtout, aussi rapidement. Je me suis demandé si l'animatronique que j'avais vu en bas était le même que celui que j'avais devant moi. Mais peut-être que c'était Mike et Karen qui essayaient de me faire une mauvaise blague, et qui avaient traîné le fantôme jusque-là. Dans tous les cas, j'étais pétrifiée, et j'essayais de trouver une solution, car je ne voulais pas m'approcher de cette chose. Et en même temps, je ne voulais pas faire demi-tour. Je ne le voulais pas, car j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de bien plus sinistre derrière moi. Et nerveusement, j'ai de nouveau crié le nom de mes amis, mais encore une fois il n'y a pas eu de réponse. Mais quelques secondes après, j'ai entendu comme un grognement. Ça aurait pu être un grognement humain, ou quelque chose de mécanique. Mais j'étais sûre d'avoir entendu quelque chose. Ça ne ressemblait pas aux effets sonores de l'attraction. Et ça venait d'un endroit à proximité du fantôme au chapeau. Et comme si c'était un signal, j'ai réalisé que mes yeux s'étaient ajustés à la pénombre. Car au moment où j'ai regardé vers la boîte au chapeau, j'ai vu ce qui se trouvait à l'intérieur. Il y avait bien une tête dedans, mais ce n'était pas celle du fantôme. Je sais ce que vous pensez, mais non. Ce n'était pas non plus la tête de Mike ou de Karen, mais c'était quand même terrifiant. Et ça m'a donné la chair de poule. C'était la tête d'un homme qui me regardait avec des yeux suppliants et une expression de terreur sur le visage. Et là, j'ai eu comme une espèce d'hallucination. J'ai vu des mains osseuses, des tombes, et les murs de la pièce qui se rapprochaient de plus en plus de moi. Mais aussi des corps qui avaient l'air de tomber du plafond. Je ne peux pas en parler plus, car ce moment, j'essaie toujours de me le sortir de la tête. Tout ce que je me souviens de ce qui s'est passé ensuite, c'est que je me suis retrouvée à l'extérieur, devant la maison hantée, à quatre pattes en train de vomir sur le sol. Pas loin de moi, il y avait des personnes qui étaient debout. La plupart d'entre elles ne faisaient pas attention à moi. J'entendais beaucoup de murmures, mais aussi des sanglots. Il y avait des lumières rouges et bleues qui provenaient des voitures de police qui étaient garées pas loin. À cette époque-là, je ne savais pas pourquoi ils étaient là. Je suis restée assise sur le sol à pleurer, jusqu'à ce qu'un employé me remarque et me conduise jusqu'à l'infirmerie. Karen était déjà là quand je suis arrivée, et elle m'a sauté dans les bras, et m'a serré fort quand elle m'a vue. J'avais l'impression qu'aucune de nous n'était cohérente, mais on était tellement secoués par ce que l'on venait de vivre, qu'on ne s'est même pas posé beaucoup de questions. Je me rappellerai toujours de l'expression sur son visage. Elle avait l'air exténuée. J'avais l'impression que ses yeux allaient lui sortir de ses orbites, et sa peau était devenue pâle. Elle était incapable de dire quelque chose sans sangloter. Mike, quant à lui, n'est jamais revenu. Jusqu'à maintenant, cette nuit a continué à me hanter. Mais ça a permis une chose, c'est que je pense que j'ai réussi à résoudre le puzzle. Je pense savoir ce qui s'est passé exactement. Premièrement, Karen et moi avons appris que la police était là non pas pour nous, mais pour quelque chose d'aussi perturbant. D'après les rapports qu'il y a eu depuis, il se trouve qu'un garçon de 18 ans qui venait du Nouveau-Mexique était mort pendant que l'on était à l'intérieur de la maison hantée. Lui et un de ses amis avaient eu comme nous la mauvaise idée de s'infiltrer dans les coulisses de l'attraction de l'île de Tom Sawyer. Ils avaient volé un canot gonflable pour faire un tour sur le lac de Disney. Apparemment, ils étaient assez alcoolisés, et lui et son ami se sont cognés contre un des rochers, ce qui les a expulsés du bateau. Son ami a essayé de l'aider à nager, mais il s'est noyé, et son corps a été découvert 1 heure après ça. C'était certainement pour ça qu'il n'y avait personne dans l'attraction pendant qu'on y était. Vu que toute cette histoire était devenue une obsession pour moi, j'ai réussi à trouver des employés qui travaillaient cette nuit-là. Et même s'ils avaient eu pour ordre de rester à leur poste quand tout ça est arrivé, plusieurs d'entre eux ont admis être partis pour regarder l'horrible spectacle. C'était comme si tout avait été réuni pour nous punir de notre curiosité. Comme si la disparition de Mike n'était pas suffisante. Et la disparition de Mike est quelque chose que Karen et moi n'arrivons pas à oublier. Et ça fait des années que l'on essaie de savoir ce qui lui est arrivé. Ses parents n'ont plus jamais entendu parler de lui. Et ils ont signalé sa disparition à la police. Nous, on n'avait pas envie de dire la vérité. Qui nous aurait cru? On a quand même essayé de diriger l'enquête vers la maison hantée, en disant que c'était le dernier endroit où on l'avait vu. Mais ça n'a servi à rien. Et même si le parc Disney était le dernier endroit dans lequel il avait été, Disney n'a eu aucun problème. Karen et moi,
nous avons fini par nous perdre de vue. Certainement parce qu'on se sentait toutes les deux coupables de ce qui s'était passé. Elle ne m'a jamais raconté ce qui lui était arrivé quand on a été séparés, soit parce qu'elle ne voulait pas que je me sente coupable de l'avoir abandonnée, et ça, c'était déjà le cas, ou soit parce que, comme moi, elle ne se rappelle pas de grand-chose. Mais revenons à ce que j'ai découvert grâce à Internet. En tapant sa description, j'ai directement trouvé le fantôme au chapeau haute forme, le Hatboss Ghost, comme il l'appelait. Si vous tapez ça sur Internet, vous allez tomber sur une multitude de photos de l'animatronique en question. Il semblerait qu'il faisait partie de l'attraction quand elle a ouvert en 1969. Et on pouvait le voir dans la majorité des pubs destinées à promouvoir l'attraction. Au début, il se trouvait dans la scène du grenier, juste en face du fantôme de la mariée qui avait le cœur qui battait. Mais il a été rapidement retiré une semaine plus tard, car d'après les rapports officiels, l'effet spécial qui donnait l'impression que sa tête apparaissait dans la boîte n'avait jamais correctement fonctionné. Récemment, le Hatboss Ghost avait gagné en popularité. Et avait même un groupe de fans qui souhaitaient le voir réinstallé dans l'attraction. Et je pense que la raison pour laquelle il était à l'endroit où on l'avait vu, au sous-sol, c'était peut-être que Disney pensait à le remettre. J'ai fait d'autres recherches sur les coulisses des attractions Disney, mais je n'ai pas pu trouver plus d'informations. Disney semble très accroché à ses secrets. Alors à vous qui écoutez cela, j'aimerais vous mettre en garde. Les choses qui sont cachées le sont souvent pour une bonne raison. Et je peux vous assurer que Disney a assez d'argent et de pouvoir pour cacher la disparition de gens trop curieux, comme Mike Karen et moi. Alors pensez-y à 2 fois avant de faire la même connerie que mes amis et moi. Car malheureusement, ce ne sera pas forcément la sécurité qui vous trouvera.